C'est 23 restos du cœur en Belgique, il y a des gens qui travaillent, qui viennent chez nous, on va s'occuper de 200 enfants. Il faut toucher le fond pour remonter, oui, mais si on peut ne pas toucher le fond et remonter avant, c'est peut-être pas plus mal non plus. De familles qui vivent dans des tentes et les enfants sont scolarisés, La difficulté est réelle. Plus de 90% pour le moment de nos budgets retournent directement aux bénéficiaires. Salut tout le monde, bienvenue dans Snack. Aujourd'hui, on est avec Bob Balbour. Il est directeur des Restos du Cœur de Liège. On va parler avec lui de sa profession, de ce qui l'a amené vers ça. Mais d'abord, abonnez-vous et likez cette vidéo. Ça nous aidera bien. On commence direct avec Bob. Salut Bob. Salut Pierre. Bob, explique-nous un peu. Directeur des Restos du Cœur de Liège, ça consiste en quoi ? C'est des journées full, on est une équipe où on commence très tôt le matin. Les premiers arrivent à 6h30, les derniers vont partir à 4h et après il y aura fatalement des recherches de budget, des demandes de subsides, etc. à remplir, des projets aussi. L'équipe crée beaucoup de projets. Donc voilà, c'est des journées pleines. C'est un choix aussi, c'est d'être présent le jour, toute l'équipe, pour être présent pour les 300 personnes en général qui vont venir se présenter au sein de l'institution. Ok, on va parler un peu plus en détail pendant toute l'émission de toutes ces attributions que tu as avec toute ton équipe. Vous êtes combien d'ailleurs dans le Resto du Cœur de Liège ? Mais en tout, on va être 80, 70 bénévoles grosso modo et une dizaine d'employés ou d'articles 60. Okay. Plus les membres du CA qui sont quand même fort investis aussi en tant que bénévoles ou en tant que personnes qui viennent à une activité ou l'autre donner de l'énergie. Alors, les Restos du Cœur de Liège ont été créés par Coluche et ça on le sait moins. On va parler de ça. Les Restos du Cœur, c'est une structure française, mais on comprend assez vite que Liège, c'est le premier Resto du Cœur alors de Belgique, c'est ça ? Oui, ça me fait plaisir que tu en parles parce que c'est vrai qu'on va fêter nos 40 ans. C'est en 86 que Coluche est arrivé à Liège pour créer la dynamique via l'aide de politiciens à l'époque. C'était plutôt Appart qui avait créé le mouvement avec Coluche. Et donc oui, fatalement, c'est à Liège que ça démarre, pratiquement en même temps que la France. C'est vraiment sur quelques instants que ça se crée. Et oui, malheureusement aussi, il n'y a pas de lien entre les Restos du Cœur de France et les Restos du Cœur de Belgique. Ce sont deux assos complètement différentes qui fonctionnent différemment aussi. Et finalement, on est pas mal chez nous. Je crois que la structure, la Fédération des Restos du Cœur de Belgique a bien lancé l'histoire et elle est autonome, elle fonctionne bien. Elle est dans le dur des fois, fatalement, puisque ce sont des gros budgets annuels. Faut soutenir la Fédération des Restos du Cœur de Belgique financièrement, parce qu'elle n'est pas subsidiée suffisamment, ça c'est certain. Et voilà, ça veut dire, en exemple, les Enfoirés, c'est une marque déposée par les Restos du Cœur de France, et donc rien de ces rentrées ne va rapporter. Chez vous alors ? En Belgique, oui. Oui, c'est ça. Donc tout ce qui est fait en France, en termes de dons, en termes de shows, en termes d'événements, ne vous rapporte rien non. Alors ? Tout reste bien du côté français. Tous les dons qui vont au Resto du Cœur de France, c'est la France. Et nous, on doit fonctionner avec notre système à nous, qui fait ses preuves, parce qu'on est sûrement on coûte moins cher que le système français. Notre logistique est bien mieux mise en place. C'est 23 Restos du Cœur en Belgique, 3 en Flandre, le reste en Wallonie. C'est une structure qui est plus légère, qui coûte moins cher. Donc ça veut dire que lorsqu'un don est donné par un Belge aux Enfoirés, ça va en France. Oui, tu as tout à fait raison. les dons d'un achat de CD, écouter un morceau des Enfoirés, c'est une somme qui va directement vers la France. Imaginons même un concert des Enfoirés en Belgique, la somme ira totalement en France. Mais tu sais, il y a eu un concert des Enfoirés en Belgique organisé par les Restos du Cœur de Belgique. Oui. Et malheureusement, il y a eu conflit directement. La France a réclamé son... Voilà, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu d'échange sur cette solution-là. Et comme c'est une marque déposée, logiquement, ça repart en France. Ça leur revient, ok. Ouais. On le sait moins. Du coup, l'appel est lancé. Il vaut mieux donner à la Fédération belge si vous souhaitez aider en Belgique, les Restos du Cœur. La Fédération gère très bien ses dons. Elle distribue aussi, elle aide financièrement les Restos du Cœur de Belgique, indépendamment dans chaque ASBL. Et chaque ASBL a aussi, chaque Resto du Cœur de Belgique a sa propre ASBL qui lui permet aussi de fonctionner avec un appel à dons, etc. Nous, on peut par exemple donner à Liège une attestation fiscale pour déduire le don donné. Donc voilà. Ok. Donc Coluche arrive à Liège, le crée, il y a bientôt 40 ans alors. Oui.
on va fêter nos 40 ans. C'est assez exceptionnel, puisque Coluche, lui, avait dans la tête que ça n'allait durer que quelques années. Hein. C'était de distribuer les dons, enfin les surplus européens, le distribuer aux personnes en difficulté, dans la grande précarité. Je pense qu'il ne s'attendrait pas à ce que 40 ans après, on parle encore des Restos du Cœur. Mais c'est vrai que voilà, on reste hyper utile et on fonctionne avec très peu de subsides. Ça, il faut le savoir aussi. Hein. Politiquement, on entend souvent que les associations coûtent cher à l'État. Ben, par exemple, nous, on fonctionne avec 20% de subsides et on doit fonctionner avec la recherche de 80% de dons financiers. Ok. C'est un travail, malheureusement, je préférerais qu'on use notre énergie à s'occuper que du journalier hein, et de nos personnes qui viennent frapper à la porte. Mais malheureusement, dans le job, oui, il faut aller chercher des subsides, des fonds, des dons, etc., à gauche et à droite. Ces dons, ils peuvent être alimentaires, ils peuvent être pécuniers aussi. Il y a différentes formes de dons. Les dons que tu reçois le plus, c'est des dons en argent ou en matière? Alors moi, je vais te parler du don que je préfère. C'est le don de soi. Parce qu'on a 70 bénévoles et que sans eux, de toute façon, on n'irait pas plus loin, on ne saurait pas fonctionner. Donc voilà, le don de soi, c'est super important. On a la chance à Liège d'avoir une super dynamique et on est plutôt complet. Il y a juste des périodes où on perd quelques bénévoles et il faut restructurer, retrouver des profils. Et fatalement, on est comme une petite maison, donc il faut de tout. Hein. Il faut des personnes pour la vaisselle, il faut des personnes pour aller chercher les dons, donc il faut des chauffeurs. Faut aussi qu'on puisse trouver des personnes qui veulent bien aider en cuisine. Enfin voilà, c'est vraiment tout profil. On a quelqu'un par exemple qui s'occupe de la communication. Mais si on parle des autres dons, on a des difficultés fatalement pour l'alimentaire. Grosso modo, on va encore acheter pour 130 000 € de marchandises par an, alors qu'on reçoit déjà beaucoup de dons alimentaires. Mais quand tu fabriques 500 repas par jour, c'est compliqué d'avoir, par exemple, la viande nécessaire pour un repas. Et donc, même si on reçoit un don de viande, on va devoir sûrement acheter un petit complément pour finir le repas. On ne sait pas aller chercher 15 kilos par-ci, 20 kilos par de viande. Tu vois, à un moment donné, il faut structurer quand même l'activité ou sinon on est dans la complète difficulté. C'est ça. 300 repas servis par jour. Oui, même plus, puisque c'est 500 repas fabriqués par jour et on va grosso modo distribuer 300 à la distribution des repas et on va faire entre 50 et 80 repas sur place. Donc chez nous, on a les deux possibilités. Soit tu emportes parce que tu as une famille, c'est un choix qu'on a fait. Hein. Tous les Restos du Cœur fonctionnent différemment. Nous, ça a été notre choix. Beaucoup de familles à Liège et donc fatalement, on permet de prendre le repas chez soi, comme ça on mange en famille. Et par contre, sur place, c'est souvent évidemment des personnes en plus grande précarité, sans domicile fixe, sans papier. Et donc là, ils viennent manger à midi au chaud près de nous. Le reste, ça va permettre, donc la différence par rapport à ce qu'on produit, ça va permettre de soit de faire un repas du chef un autre jour, soit aussi de livrer les 3 autres assos qui n'ont pas de cuisine de collectivité et à qui on apporte les repas. C'est lesquels ces assos? Alors l'abri de nuit, le dimanche, va donner le repas à ceux qui dorment la nuit de samedi à dimanche. Et comme ça... Grâce à vous alors? Oui. Il y a Solidarité Plurielle, qui est une assoce du côté de la place Saint-Léonard. Et eux, on les livre en vrac. Et donc, ils servent dans les assiettes les bénéficiaires qui ne viennent pas chez nous. Géographiquement, ça s'explique. Et puis, on livre aussi une assoce à Sclessin. C'est un peu aussi de nouveau géographiquement trop loin pour que les gens viennent au Resto du Cœur. Et donc, on apporte les repas là-bas. Et la sauce gère très bien la distribution. Super. Ouais, c'est une belle synergie. On parle des repas. Il n'y a pas que ça aussi. Il y a évidemment un tout autre accompagnement qui est fait au Resto du Cœur. Explique-nous ce qu'il y a en plus. Mais on a toujours la vision de nouveau de la France, hein, où quand on voit des émissions, c'est souvent une distribution de colis. Chez nous, oui, la partie visible de l'iceberg en Belgique, c'est l'alimentaire. Maintenant, à côté de ça, on a un dispensaire médical qui ouvre tous les mardis. 4 médecins sont présents. On a 5-6 personnes en plus dans le dispensaire médical, que des bénévoles, qui vont surveiller les dons de médicaments qu'on reçoit. Les médecins vont valider donc le médicament qui est donné à la personne. Et comme ça nous permet de plus ou moins arriver à 50 personnes par mardi. Okay. Donc, ce qui est quand même énorme. C'est entièrement gratuit. C'est pas sans condition parce que on a des dossiers médicaux. Donc là, il faut pouvoir expliquer et justifier le suivi de la personne.
On a la douche aussi, hein, service douche. C'est plus ou moins 15-16 douches par jour données aux bénéficiaires. Le matin pour les hommes, l'après-midi pour les femmes. On a le service social fatalement qui va essayer de trouver des solutions pour chaque demande des bénéficiaires. C'est plus ou moins 40-50 personnes par jour au service social qui vont venir frapper à la porte pour essayer de trouver une aide pour le logement, un problème de mutuelle, un problème avec un avocat ou quoi que ce soit, et ils se mettent en contact alors via le service social. Une assistance juridique? Oui, on peut chercher alors tous les besoins avec des synergies avec d'autres assos. On est vraiment tourné maintenant de plus en plus dans le milieu associatif liégeois à se contacter pour aider les bénéficiaires en n'essayant pas de se dire on va tout faire. On essaie vraiment de trouver les points forts de chaque assos pour travailler en groupe. Faut s'entraider, quoi. Ouais, tout à fait. On est beaucoup plus compétents dans ce cas-là. Ouais. Il y a plein d'autres services, hein. Il y a le parent-enfant, où là, on va s'occuper de 200 enfants. Pour le moment, c'est la tape. On est à 200 enfants différents. C'est énorme. Ouais. Donc là, la priorité, c'est de les materniser et le linge, c'est la distribution. Mais on va avoir aussi la rentrée scolaire. On distribue 500 kits scolaires à la rentrée. Ça va être aussi des ateliers, par exemple l'hygiène dentaire, pourquoi la vaccination. Donc on essaie de donner ça à la demande, si les gens sont demandeurs. Voilà, on distribue des vêtements aussi, gratuitement. Vous en faites des choses. On fait beaucoup de choses. On a eu le reportage hier sur les pédicures médicales. Donc ça, c'est vraiment incroyable, quoi. Tu vois qu'on a eu le contact. On a beaucoup de contacts tout le temps avec l'équipe et des personnes extérieures. On se dit, bah tiens, des pédicures médicales, ça fait un peu luxe, hein, quand ils pensent. Mais l'effet que ça fait auprès des bénéficiaires, c'est incroyable parce que il y en a, tu pensais qu'ils boitaient, mais en fait, c'est parce que leurs pieds sont dans des états incroyables. Et en 2-3 séances, les personnes, tu vois une autre personne, quoi. C'est incroyable parce que, de nouveau, elle marche normalement. Et finalement, c'est un besoin primaire. Tu vois, on se dit, je vais acheter la pédicure, ça semble un petit côté luxe, alors que c'est un besoin primaire, ouais. La bonne santé des pieds. Ouais. Pour faire tout ça, vous êtes combien? Donc 80, plus ou moins 70 bénévoles, plus des bénévoles de réserve, mais qui vont venir à des collectes ou des choses comme ça. Et on est 10 employés, c'est exactement 7 employés et 3 articles 60. Ok, c'est pas énorme pour faire tout ça. Non. Ça taffe beaucoup. Oui, c'est... Alors, l'esprit d'équipe, la dynamique est là, et c'est sûr qu'on vit des super moments en équipe, et souvent on me dit comment est-ce que vous faites, mais on vit quelque chose humainement incroyable. Avec malheureusement des up and down, hein. On a des moments où on sort sur une vague très positive parce qu'on a réussi à faire quelque chose qui était quand même assez exceptionnel. Et puis des fois aussi, on va arriver où on n'a pas de succès sur une démarche, et là, on va peut-être avoir un down. Donc le but de l'équipe, de notre travail d'équipe, c'est vraiment d'arriver à stabiliser ces moments d'euphorie et ces moments délicats pour ne pas justement vivre. Je t'explique, on a eu un bénéficiaire qui a eu là je ne tombe plus sur le nom. Une maladie? Ouais. Et donc c'était 3 mois de médicaments à donner tous les jours à 10 heures. Enfin, c'était l'arrangement trouvé avec la médecine, mais la SBL qui devait s'occuper de ça dit, nous les SDF on ne s'en occupe pas parce que aller les trouver tous les jours à un endroit c'était compliqué. Et donc nous on a réussi à en équipe 7 jours sur 7 pendant 3 mois, c'était 6 mois pardon, c'était 6 mois. Et le gars a guéri, on n'a pas eu de contamination dans le resto. Ben là, après un succès comme ça, tu surfes pendant des semaines sur cette réussite, oui, et tu vois, et tu fais plein d'heures, et puis arrive un jour où par contre quelqu'un frappe à la porte et tu te rends compte que c'est une femme battue, que tu avais déjà peut-être soupçonné, mais là elle arrive dans un état terrible. C'est pas une chute dans l'escalier, quoi. Hein, Donc tu avais déjà vu qu'il y avait des signes. Oui. Et là on constate le monsieur est dans la cour, donc nous on est juste une zone tampon. Ouais. Et là on contacte la police avec qui on a vraiment des super liens. Je tiens quand même ici à souligner le travail de la police de Liège, où il y a des échanges vraiment très pro et une attitude qui est vraiment bien mesurée. Ok, chouette. Et là on prend contact avec la police qui nous dit bah oui on connaît le dossier, mais malheureusement on va venir prendre monsieur, mais on n'aura pas de solution. Tu vois, et
Et l'effet après, il est compliqué aussi. On téléphone aux assos, elles sont aussi submergées, tu vois. Donc là, on est dans des cas où malheureusement, l'équipe se rend compte que on a des limites, quoi, aussi. Et là, tu peux passer dans une période un peu plus délicate où tu te dis, mince, là, on voit le laid côté de la chose, quoi. Ouais. Quand on parle aux directions d'assos, on sent quand même que tout le monde est fort engorgé, quoi. Les associations, ne savent pas prendre tout le monde, étant donné que les subsides viennent à diminuer un petit peu, et on sent que ils font leur possible, mais qu'ils sont à un stade maximum, là. Ouais. C'est ce que tu ressens aussi à Liège? Oui. Ou ailleurs en Belgique, hein. Je pense que, je ne sais pas si on va apprécier l'expression, mais on est toujours en train de bricoler. On a des équipes très très pro, mais on est toujours en train de devoir bricoler pour arriver à fonctionner avec si peu de budget. Il suffit de passer un jour au Resto du Cœur, ben voilà, point de vue matériel, on est limité, on ne peut pas se permettre quoi que ce soit dans des écarts de budget. On a déjà reçu des informations comme de quoi des budgets, des subsides seraient diminués, tu vois. Donc, la question maintenant, c'est, on arrive toujours à accueillir tout le monde. Je parle en tout cas pour notre assos, pour le Resto du Cœur de Liège. Mais les questions sont en train de se poser maintenant. Si ça continue à augmenter, comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on augmente les plages horaires? Est-ce qu'on fait une double distribution matin, après-midi? Est-ce qu'on fait un double service? Alors, chez nous, ce qui est paradoxal aussi, c'est que les repas augmentent, mais on arrive à gérer, mais les autres services sont submergés. Donc, le parent-enfant est submergé, le service médical est submergé. Il y a vraiment beaucoup de présence. Et donc, c'est là qu'on se dit, si à un moment donné les subsides diminuent, on se le dit, qu'est-ce qu'on fait? On diminue l'aide administrative, on diminue nos emplois administratifs. Est-ce qu'on diminue nos emplois d'assistants sociaux? On est dans une cuisine de collectivité, il faut quand même respecter les règles AFSCA, donc il faut quelqu'un qui soit capable de gérer ça. Et à un moment donné, si les subsides manquent, d'une manière ou d'une autre, il faudra serrer la vis et peut-être se priver de quelqu'un. Donc voilà, c'est toujours compliqué de s'entendre dire le milieu associatif coûte cher, on va diminuer les subsides, alors que non, on coûte pas cher pour ce qu'on fait. Et qu'on sait que politiquement c'est un choix. On fait le choix de donner les moyens au milieu associatif, ou on fait le choix d'investir dans d'autres choses qui malheureusement sont peut-être moins sur le côté humain, quoi. Pourtant, donc, on parlait de ces diminutions de subsides. Tu me dis qu'il y a de plus en plus de repas qui sont distribués et de plus en plus de demandes pour vos services. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens dans une certaine précarité. Oui. Parce qu'on ne peut pas accéder au Resto du Cœur n'importe comment non plus. Non, donc je te parlais du service social. Et effectivement, toute personne qui vient au Resto du Cœur, pour l'aide alimentaire, devra passer par le service social. Il devra s'inscrire en quelque sorte. Il va venir avec une fiche de ménage, une attestation de ménage, il va avoir ses revenus, ses dépenses, et en fonction de ça, on pourra donner un accès ou pas au Resto du Cœur. On refuse rarement, fatalement. Si on franchit la porte, c'est qu'on en a besoin. Oui, les repas augmentent parce que le public n'est plus le même, tout simplement. On a toujours l'image d'un homme de 40 ans isolé qui vient au Resto du Cœur, mais maintenant non. Le problème du SDF et du sans-papier est toujours très très présent et augmente, lui aussi. Mais on se retrouve avec un autre public, des familles monoparentales, des gens avec un faible revenu. Ça aussi, il y a des gens qui travaillent, qui viennent chez nous. Donc, on se rend compte, par exemple, tu vois, chez nous, des fois, on fait la file. Certaines personnes viennent nous dire, est-ce que je peux passer devant parce que je travaille, tu vois. Et ça, c'est des choses qu'on n'avait pas l'habitude. Donc, malheureusement, on n'a pas de réponse à ça pour le moment. C'est que tout le monde fait la file et qu'il faut vraiment trouver d'autres systèmes peut-être par rapport à ces situations-là. Des gens qui doivent retourner au boulot et qui ont... qui sont passés, ils se sont dit, dans 1 heure je suis parti, et puis finalement ils se rendent compte que... ou alors ce qu'on a aussi, c'est le petit déjeuner. On a un petit déjeuner de 8h30 à 11h, c'est un réel... il faut le voir pour comprendre, quoi. C'est un moment d'échange, de papote qui est vraiment extra. Avec un petit déjeuner de qualité qui permet aux gens qui ont passé la nuit dehors de vraiment venir se réchauffer. Mais là aussi, il y a des gens qui travaillent, qui viennent vite déjeuner chez nous, et comme ça, ils ont de quoi tenir, je vais dire, dans l'estomac jusqu'à la fin de la journée. C'est des choses, quand tu papotes avec les gens, tu te rends compte que, la difficulté est réelle. Ce sont des profils que tu voyais pas avant. Oui, c'est des avant à quel point, tu vois?
il y a combien d'années? Moi, je pensais post-Covid, quoi. Tu vois, c'est avant Covid, il y avait sûrement moins de situations de familles monoparentales. Il y en avait, hein, mais c'était pas un pourcentage aussi élevé que maintenant, quoi. Ok. Le Covid a réellement modifié ce public auquel tu dois répondre? Oui, je crois que malheureusement, le Covid et les crises successives ont entraîné une paupérisation de la population, ça c'est sûr et certain, avec des familles qui avant aidaient les proches, et maintenant on se retrouve avec des familles qui ne savent plus aider les proches. Donc voilà, une jeune femme sans domicile fixe avec 2 enfants qui trouve des solutions de mois en mois, on va dire, pour se loger de manière correcte. Ben avant, on avait un soutien peut-être de la famille, maintenant elle ne l'a plus. C'est ça en fait, hein, la paupérisation de la famille. C'est pas directement la personne qui se retrouve au Resto du Cœur qui est appauvrie, hein, c'est aussi peut-être ceux qui l'aidaient avant qui sont en difficulté. Ok. Et une certaine individualisation de la société depuis le Covid. Oui, peut-être aussi, ouais, c'est vrai. C'est difficile en tout cas, c'est multifactoriel. Tout à fait. Ouais, il faut pas essayer de chercher une seule raison. C'est vraiment, c'est aussi dans notre société qu'on se rend compte que on a décidé de fonctionner ainsi, hein, plus individuellement, quoi. Ouais. Les causes sont multiples, mais la conséquence, c'est que tu vois que ça augmente, qu'il y a de plus en plus de familles qui sont dans le besoin, énormément de familles d'ailleurs, plus que de gens seuls. Oui. Non, j'irai pas jusque là. Le pourcentage d'isolés reste plus important. D'accord. Mais effectivement, on a grossi malheureusement les rangs de la famille monoparentale, qui est compliqué aussi, hein, puisque si on parle de famille monoparentale, ça veut dire qu'il y a des enfants là. Nous, on a une partie de notre activité. Statistiquement, on sait heureusement relever des statistiques où on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'enfants qui doivent avoir une aide alimentaire chez nous. Ok. Par exemple, pour parler d'autres choses, on s'occupe aussi des repas scolaires. On a une confiance totale envers les écoles qui identifient des familles, des enfants où il n'y a pas d'alimentation dans le cartable. Et donc, elles font appel à une aide du Resto du Cœur. Et donc, on paye le repas, dans ce cas-là, à l'école. Okay. Donc, c'est 2 repas par semaine pour des enfants qui sont identifiés en grande précarité. Ça aussi, c'est quelque chose qui est en augmentation. Donc, les écoles identifient de plus en plus d'enfants. Alors, là aussi, c'est notre problème de société qui est mis en évidence. C'est que certaines écoles ont des repas offerts par la région wallonne ou par la commune, mais d'autres écoles n'ont pas ce système de fonctionnement et donc se retrouvent avec des enfants qui n'ont pas à manger à midi. C'est dingue, ce sont des fonctions qu'on ne connaît pas du tout des Restos du Cœur et pourtant c'est bel et bien là. Oui. Si vous n'êtes pas là, ça crée quoi à Liège ? Ça crée un manque évidemment, mais un manque à quel point ? Tu t'es déjà posé la question ? Non, mais ça nous arrive de dire par exemple, tu vois, on échange des fois avec d'autres assos sur l'hygiène alimentaire et oui, mais ce qui compte, c'est de donner des aliments. Mais souvent, le message que nous, on aime bien donner à ces échanges-là, c'est de dire, oui, mais le jour où tu fermes parce que tu as eu un problème d'hygiène alimentaire ou par exemple, un bénéficiaire qui a été malade à cause, comment est-ce que les autres bénéficiaires, les 300 autres bénéficiaires que tu dois nourrir tous les jours, si toi tu fermes parce que tu n'as pas été aux normes, qu'est-ce qui se passe pour eux, quoi, tu vois ? Ouais. Et ça nous arrive, par exemple, un jour férié, de dire, mince, un jour férié, ils vont aller où ? Ouais. Et heureusement, à Liège, il y a d'autres assos qui ouvrent. On doit, via le plan Grand Froid du relais social de la ville de Liège, on doit ouvrir 7 jours sur 7 toute l'année en étant en communication avec des autres assos. Mais quand tu as un jour de fermeture pour ton assos, tu te dis, mince, ils vont aller où ? Tu vois, ils vont faire quoi ? C'est toujours compliqué de dire, effectivement, si on n'était plus là, le milieu associatif liégeois, c'est vrai que s'il venait à boiter ou qu'on devait fermer des assos parce qu'il n'y a plus assez de subsides ou même de bénévoles ou des choses comme ça, ouais, ça serait compliqué. Pour de nombreuses personnes. Ouais, la question de nouveau, c'est est-ce que ce peu de subsides qu'on reçoit par rapport à ce qu'on apporte à la société, est-ce qu'il doit être remis en cause, quoi, finalement. On parle de ce milieu associatif liégeois qui propose des aides multiples. On a un bon réseau associatif ici à Liège. Tu considères qu'on a un bon réseau ? Ah ben on a un bon réseau et je le trouve très pro. Ça nous est arrivé de ne pas avoir le temps, tu vois, de rater une réunion. Donc on a le plan Grand Froid, on a le relais social liégeois. Ça nous est arrivé au Resto du Cœur de ne pas pouvoir y aller. Il y a souvent un de nous qui s'organise pour
pour être dépêché sur place, et malheureusement, des fois, ça tombe à l'eau. Mais qu'est-ce qu'on perd en qualité d'échange quand on n'est pas à ces réunions-là, quoi. Et oui, je peux te le dire, les échanges sont très productifs, très pro. On sait ce qui se passe dans les autres assos. On sait les points forts des autres assos. Je vais te donner un exemple. Nous, on voulait faire 3 douches. On a une douche, un service douche avec une seule douche. Et on s'est dit un jour, tiens, on passerait bien à 3 douches, remoderniser un petit peu l'endroit. Et puis, on en parle avec le CA, qui est très, très actif et qui, allons voir ce qui se fait ailleurs, quoi. Donc, on est allé voir ce qui se faisait à Liège. Et sans savoir qu'il y avait déjà un super réseau de douches. Et donc, on s'est dit, ben non, si on crée quelque chose de mieux, on va cannibaliser finalement ce qui se fait déjà bien ailleurs. Et donc, je souligne d'ailleurs en même temps que les bains publics ont réouvert à Jonfosse. Et que c'est un service incroyable, quoi. Donc, pour les familles, tu vois, on sait bien que pour le moment, il y a des familles qui vivent dans les tentes, hein, il faut le savoir, à la Citadelle. Mais c'est un moyen maintenant pour eux d'aller... tous les jours, s'ils peuvent, aller se laver là-bas au bain public, comme avant. Et je souligne le service qui est vraiment top. Bah oui, absolument. Et donc, vous avez une communication pour ne pas vous marcher sur les pieds et ne pas... pour cibler les priorités, finalement. Oui, et on signe des conventions entre nous, tu vois. Nous, on travaille avec Thaïs pour l'aide au logement. Dès qu'on a vraiment un souci gravissime, on prend contact. Eux, par contre, en échange, ils nous disent, tiens, nos bénéficiaires à qui on trouve un logement, si tu peux les aider pendant quelques semaines à ce qu'ils puissent prendre le dessus. Et donc, voilà, c'est des échanges comme ça qui nous permettent d'être plus efficients, on va dire. Ouais. Très bien. Tu parles de ces familles à la Citadelle. Et c'est l'occasion d'aborder ce qui est visible et ce qui est invisible. Au sein des rues, il y a énormément de SDF à Liège, on le constate, ils sont visibles, c'est la face visible. Il y a des familles, donc, comme tu le dis, qui dorment à la Citadelle, dans des tentes, et ça, c'est invisible, par contre. Oui. Sauf si on va se balader là-bas. Des situations comme ça, elles sont des familles donc, qui sont dans cette précarité, il y en a plus que les personnes visibles. Oui, malheureusement, oui. Je pense qu'on peut dire que les personnes que tu vois dans la rue et qui ont besoin d'être dans la rue pour mendier, pour trouver des choses, en attendant peut-être un abri de jour qui serait plus efficace aussi à ce moment-là pour ces personnes-là, même s'il y en a déjà beaucoup des abris de jour à Liège. C'est la partie visible de l'iceberg, oui, on a beaucoup de gens qui... C'est une question de choix aussi, hein, d'être visible ou de se cacher, malheureusement. Oui, absolument. Nous, on a eu des cas écho de familles qui vivent dans les tentes et les enfants sont scolarisés, hein. Oui. Donc tu dois t'imaginer la situation, quoi. C'est ça. Les enfants, les familles ne souhaitent pas que leurs enfants soient catégorisés comme SDF. Et du coup, ils se planquent, quoi. Oui. Alors que pour recevoir de l'aide, il faut se montrer. Donc ils viennent chez vous. Nous, on n'a pas travaillé avec eux dans le cas que je t'expliquais, mais par contre le travail du milieu associatif pour arriver à ce que l'enfant reste scolarisé, trouver des solutions d'hébergement, etc. Parce que tu sais, personne en danger doit être déclaré aussi, hein, ou sinon on ne fait pas notre job. On a eu aussi nous des situations de papa avec enfant et le monsieur vivait dans une voiture. Donc à un moment donné, la démarche c'est aussi il faut trouver un logement, une situation pour l'enfant, parce que sinon c'est non-assistance à personne en danger. C'est compliqué aussi ça, parce que tu sais que la meilleure chose pour l'enfant c'est quand même le tissu familial, surtout quand il est très bon, hein. Il y a des personnes qui malheureusement financièrement n'ont pas survécu à la perte d'un emploi ou des choses comme ça, des fois un décès ou une maladie, et on sait bien que tu peux être mal assuré, tu peux avoir fait tout ce que tu pensais être bon, et puis à un moment donné, t'as un divorce, c'est jamais voulu un divorce, la maison ne se vend pas tout de suite, il faut trouver un autre logement, il y a le crédit à payer, et bam, en quelques mois, tu te retrouves dans une situation très très difficile. Et nous, oui, on a rencontré des personnes
qui ont subi une descente aux enfers, quoi. Oui, et avec une situation familiale encore idéale, tu vois ce que je veux dire, où tout est fait pour que le cocon familial soit top. Et à un moment donné, tu te dis oui, mais malheureusement, là, on arrive dans une situation où les enfants sont en difficulté, en détresse et en danger, alors que le lien est très très bon, quoi. Il y a beaucoup de stéréotypes, je trouve, dans les discours par rapport à ces populations, où on va te dire, oui, de toute façon, c'est des drogués, etc. Non, en fait, il y a une partie visible où, en effet, c'est quand même dérangeant de voir que des personnes sont tombées à ce point-là dans la drogue. Mais en parallèle, il y a toute cette partie invisible où des personnes ne se droguent pas, mais sont dans des situations absolument abominables, avec des enfants, comme tu le dis. Et ça, c'est une majorité. Ce que tu soulignes est exact. Hein. Il y a des gros problèmes d'assuétude, ça c'est sûr. L'alcool et la drogue est arrivé maintenant dans des populations très pauvres. Donc ça veut dire qu'il y a une drogue accessible aussi à ces personnes dans la précarité, parce qu'il y a un marché. Ça veut dire que, comme tu l'as compris, il faut que la drogue arrive dans toutes sortes de clients. Ça, c'est un gros problème, les soucis d'assuétude, parce que nous, on n'a pas les outils pour travailler avec les personnes droguées, les personnes alcoolisées. Tout ce qu'on peut faire, c'est demander à ce que ça ne rentre pas dans nos installations, puisque fatalement, il y a des familles, et donc, ce serait compliqué. Alors oui, je ne dirais pas qu'il y a une majorité de personnes qui sont des familles monoparentales ou jeunes travailleurs mal rémunérés, etc. Mais on a beaucoup de gens maintenant qui ont eu des situations top ou correctes et qui se retrouvent proches de la rue. Mais ce qui est certain, c'est qu'on travaille en tout cas en se disant que c'est beaucoup plus facile maintenant d'avoir des résultats avec des gens qui sont à la limite de la précarité et de réussir à les en sortir grâce au fait qu'ils ont franchi la porte du resto assez tôt. Donc, je m'explique. Avant, c'était un peu l'image de la soupe populaire et j'ai pas de souci avec cette image-là parce que je trouve que c'est familial, c'est chaleureux. Mais on se rendait compte qu'à cause de ça, certaines personnes n'osaient pas demander de l'aide, tu vois. Tandis que maintenant, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent parce qu'on a sûrement une autre image, parce qu'on en a parlé dans les médias, etc. Et donc les personnes arrivent plus vite, ils sont pas trop loin et rebondissent plus facilement. Quand on dit il faut toucher le fond pour remonter, oui, mais si on peut ne pas toucher le fond et remonter avant, c'est peut-être pas plus mal non plus. En tout cas, dans la grande précarité, c'est certain. C'est comme le logement. Quelqu'un qui est à la rue depuis 10 ans, il a trouvé ses habitudes, il n'a plus envie de responsabilité, et donc ça va être très compliqué de le remettre dans un logement. Par contre, quelqu'un qui vient de perdre son logement, qui est depuis peu de temps à la rue, ça va être plus facile de le rediriger et d'avoir un win-win où lui arrive à conserver son logement. C'est la même chose avec l'aide alimentaire. Si les personnes arrivent vite, on peut très très vite leur donner ce soutien financier finalement qui va leur permettre de rebondir grâce au fait qu'ils n'ont pas dû dépenser ça à ce moment-là. Des fois, ça se joue sur quelques mois. Hein, ce tampon que je te dis juste avant de tomber dans le fossé, on a ce soutien. Chez nous, par exemple, ils peuvent venir prendre l'alimentaire, le médicament, la visite médicale, et tout ça fait qu'à un moment donné, sur quelques mois, ils peuvent une assistance juridique aussi, s'ils ont des problèmes par rapport à ça. Et donc, il faut venir avant les problèmes, plutôt que de se dire, OK, là, c'est trop tard. Même si des fois, les gens ne sont pas tout à fait dans les normes chez nous pour être acceptés au Resto du Cœur, les réunions d'équipe permettent de dire oui, là, on intervient, même s'ils ne sont pas encore dans les critères, parce que sinon, ils risqueraient de tomber plus bas. Voilà, c'est ça. C'est quoi les critères pour y accéder ? Donc c'est l'attestation de ménage qui doit être présentée. Les revenus et les dépenses, on fonctionne quand même fort à la confiance. Hein, on demande le plus de documents possible et puis on écoute aussi ce que les personnes nous disent. Donc on va faire simplement une addition-soustraction entre les revenus et les dépenses. S'il reste moins de 11 € par jour pour un isolé, il va avoir accès au Resto du Cœur. S'il a plus que 11 € par jour, normalement, il n'a pas accès au Resto du Cœur. C'est notre norme à nous. C'est une norme qui est instaurée dans notre informatique. Hein. Donc, les personnes rentrent, elles expliquent. Et puis, je crois 4-5 fois par an, on se voit en équipe pour certains dossiers où c'est un peu limite. Il y a un peu plus que 11 € et on voit si la personne doit être reçue ou pas.
Voilà, souvent, je crois qu'on a refusé 1 ou 2 cas l'année passée d'accès dans des situations, voilà, double revenu par exemple, et ça ne se justifiait pas d'avoir accès au resto. C'est ça. 11 € par jour pour se nourrir. Oui. C'est pas énorme. Hein. Non, c'est très peu. Alors souvent, on nous demande aussi, oui, mais les SDF maintenant ont un revenu d'intégration sociale, mais le coût de la vie dans la rue est très 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 cher, hein, puisque tu vas toujours acheter quelque chose dans un commerce plus cher. Donc voilà, oui, malheureusement, le coût alimentaire est très 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 costaud chez nous et fatalement, les personnes n'ont pas assez avec ce revenu-là. Oui. À Liège, on remarque qu'il y a énormément de structures associatives, un tissu fort. On en parlait juste avant. Ce tissu, il amène énormément de gens vers nous, d'autres villes, d'autres pays même, des gens de Maastricht qui arrivent. Ça arrive. Oui. Je pense déjà que dans les primo-arrivants, faut quand même en discuter. L'histoire d'aller en Angleterre est toujours dans leur ADN. Hein, donc, et Liège est une zone de passage. Donc, dans le bouche à oreille, effectivement, le primo-arrivant va arriver à Liège, c'est une terre d'accueil. Hein, c'est dans nos gènes à nous aussi en tant que Liégeois. Et souvent, ils vont arriver 4-5 jours, et puis le but, c'est de partir vers l'Angleterre. Situation qui est catastrophique en Angleterre, puisque avant on pouvait trouver un travail facilement en Angleterre, maintenant c'est pire que sur le continent. Et là, ça s'explique par le fait que effectivement Liège est connu pour avoir une structure qui accueille et qui aide les primo-arrivants. Heureusement, ça je veux aussi rappeler que le primo-arrivant, la personne sans papier, tant qu'elle n'a pas de papier, elle n'a pas 1 euro. Donc, ces histoires qu'on entend, oui, ils arrivent, ils ont de l'argent, on leur donne... Non, malheureusement, il faut savoir que la vérité, c'est qu'il n'est rien prévu pour les gens sans papier, point de vue revenu. Et ça prend du temps d'avoir ces aides-là. Ah oui, ça peut ça peut ne jamais arriver, on peut ne jamais avoir ces papiers, et on peut estimer que la moyenne, ça va être presque 2 ans pour être en ordre de papier. Donc, une fois que tu as fait le choix de quitter ton pays, qui est un choix difficile, rappelons-le, c'est qu'il se passe quelque chose si tu quittes ton pays, et qu'on arrive en Belgique, oui, ça va prendre du temps pour être en ordre de papier et pour pouvoir avoir un revenu. Par exemple, il faut avoir la carte orange en Belgique pour pouvoir travailler. Et donc, cette carte orange, il faut des mois et des mois et des mois avant de l'obtenir. Donc voilà, c'est des situations qu'il faut rappeler. Il y a un autre phénomène aussi, c'est qu'effectivement, autour de Liège, les communes aussi connaissent une paupérisation de leur citoyens. Ouais. Et fatalement, n'ont pas les mêmes possibilités que nous. Alors avant, dans le passé, la pauvreté dans un village, c'était l'entraide des gens qui permettait à certaines familles d'être aidées, soutenues. Et comme aussi la famille aidait, peut-être que maintenant la famille ne sait plus aider. Les villages sont plus des cités dortoirs qu'avant. Et donc, les gens ne se connaissent plus. Et donc, effectivement, il y a un appel d'air de ces personnes qui doivent se diriger vers un endroit où il y a de l'aide, où il y a des solutions, où il y a de l'assistance qui est là. Et donc, Liège attire dans un rayon très important des personnes venant de partout, oui. Je pense qu'effectivement, on voit maintenant des personnes qui ont passé du côté néerlandophone ou du côté hollandais, avec un parcours où on peut tracer ça, parce que fatalement, il n'y a pas cette organisation-là ailleurs. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent que Liège se paupérise à cause de ça, que Liège, finalement, comme terre d'accueil social, tire notre ville vers le bas? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Mais moi, je vais juste dire que je rencontre beaucoup de gens qui sont dans la grande précarité, des gens qui viennent d'arriver sur le terrain, sur le territoire, des gens qui sont là depuis longtemps, et je rencontre beaucoup de perles rares. Alors on va dire oui, c'est bien beau, mais oui, je rencontre des gens qui sont incroyables, qui ont un diplôme dans leur pays. Alors on va dire oui, mais les diplômes sont pas équivalents, l'équivalence des diplômes. Mais moi je rencontre des gens qui sont diplômés, avec qui tu sais discuter de plein de choses, qui ont envie de travailler, qui ont des capacités incroyables, qui sont polyvalents, qui sont prêts à faire des choses qu'on n'est pas toujours prêt à faire, avec des diplômes, hein, c'est ça aussi là. Et chaque fois qu'on arrive à avoir un succès avec ces personnes-là, donc par exemple on a des
personnes qui sont devenues bénévoles chez nous. On a eu des personnes qui nous ont raconté, écoute, je suis venu pendant 3 ans au Resto du Cœur. Maintenant, j'ai réussi à trouver un boulot et merci, mais je fonctionne tout seul maintenant. Ou voilà, ça c'est toujours les fameux up and down que je t'expliquais. Ça c'est des up incroyables parce qu'on prouve qu'il y a de la réussite dans cette démarche-là et qu'on peut pas parler de paupérisation à cause de la venue de certaines personnes, mais plutôt d'une mixité. Et on sait bien que dans la mixité, il y a que des choses positives. Et il faut accepter aussi que des fois, mais malheureusement, dans nos situations à nous actuelles, dans notre monde moderne, il y a des gens qui sont à côté et qu'on n'arrivera peut-être pas à retirer vers le haut, qui sont, on parlait des SDF, qui sont depuis de longues dates dans la rue et qui n'espèrent qu'une chose, c'est de ne plus y être, mais en même temps, qui sont dans des situations compliquées. C'est de comprendre qu'il faut aussi les aider, même s'il y aura peut-être pas de succès. On n'arrivera pas toujours à des réussites, mais on fait le maximum pour que tout le monde soit mieux, en tout cas. On va parler de ton parcours à toi. Comment est-ce que tu es arrivé au Resto du Cœur? Comment est-ce que, finalement, tu as souhaité te lancer dans l'aide sociale? Alors, je suis enseignant de base, hein, je suis prof de géo-histoire sciences sociales. J'ai pas enseigné beaucoup. Mon dernier job, c'était au CHC, où je travaillais dans une cuisine de collectivité et je m'occupais plutôt de la logistique, dans une équipe fantastique. Enfin, on était vraiment dans un milieu, un cocon familial. Et puis les discussions ont commencé avec le Resto du Cœur qui n'avait plus de directeur. Et voilà, je crois qu'on était encore 2-3 à postuler à ce moment-là. Et finalement, ça s'est passé, ça s'est bien dirigé. J'ai quitté un endroit où j'étais très très bien pour un endroit où je suis encore mieux. Donc voilà, je me vois pas ailleurs qu'au Resto du Cœur de Liège. Je suis épanoui. Je suis avec une autre magnifique équipe, différente, mais ouais, je crois que je serai là à la bonne place. Je suis à la bonne place au bon moment et je me vois à 65 ans là encore. Et je pense qu'après, je prendrai un autre rôle si le CA me le permet. Voilà, je suis bien. Qu'est-ce que t'aimes dans les Restos du Cœur, dans cette structure-là spécifiquement? Alors moi, ce que j'adore, c'est... je vais être clair, 40 ans, ça veut dire qu'il y a une structure qui est là, il y a quelque chose qui roule d'office. Il y a eu des moments difficiles, tous les associations ont eu dur pendant le Covid. Mais j'ai pu vraiment arriver à un moment dans une structure qui fonctionne bien et tout ce qu'on arrive à faire maintenant avec l'équipe, c'est d'améliorer certaines petites choses et d'éviter de perdre un historique. Donc voilà, c'est la polyvalence. On est tout le temps, on arrive, on ne sait jamais comment la journée va se passer, ça c'est certain, et on est tout le temps en train de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles cordes à notre arc, et voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est cette polyvalence. T'as pas de journée type? Ah non, jamais. Et on en rigole souvent avec Christine. Christine, on travaille tous les deux au bureau et voilà, elle me dit arrête de prévoir, arrête. Tu vois, dans l'agenda RH, aujourd'hui matin RH, non, ça ne tient pas la route, tu le sais bien. Enfin voilà, elle me dit ça ne sert à rien de prévoir parce que tout est chamboulé. Tout est chamboulé par quoi? Ah, écoute, ça peut être une demande de journaliste, hein. C'est vrai que, et là, tu vas te dire, oui, on doit parler de ce qu'on fait, parce que, mon épouse, tous les soirs, je rentre, c'est elle que je raconte. Mais quand je peux expliquer à quelqu'un d'autre ce que je fais, le soir, elle est plus tranquille, tu vois. C'est ça. Ça peut être aussi une demande pour venir, avec une équipe de chez, je vais dire des noms, hein, Spa et Ikea viennent souvent chez nous, faire du bénévolat. Ok. Ça peut être une demande et fatalement ce jour-là, je vais être assez présent avec eux aussi pour expliquer tout ce qu'on fait. Ça valorise l'équipe, ça valorise, je pense par exemple la cuisine. Tu vois, quand la cuisine peut montrer à des gens de l'extérieur ce qu'elle fait, fatalement elle est aux anges, quoi. C'est un booster. Donc d'autres assos qui viennent s'inspirer de vous finalement. Il y a aussi des échanges avec les assos, d'autres assos qui viennent chez nous et nous on va aussi voir d'autres assos. Ça peut être une bagarre aussi, hein. Tout n'est pas beau, hein, tout n'est pas rose. On est heureux de travailler au Resto du Cœur de Liège, mais on doit aussi faire face à des problèmes de drogue qui sont de l'extérieur. Mais le problème vient s'arranger chez nous des fois. Il peut y avoir des risques de bagarre. Heureusement, il y a vraiment une bonne connaissance du public et donc il y a un respect réciproque.
Et je t'expliquais avec la police, oui, ça nous arrive d'avoir la police qui intervient, puisque nous, à un moment donné, quand il y a des armes, s'il y a un couteau qui sort, ben là, on prend nos distances, on appelle la police tout de suite. Ils le savent, donc on prévient. Voilà, là, on appelle la police. Et souvent, alors, ça s'arrange, la personne part. On peut alors, nous, travailler sur l'exclusion, parce que malheureusement, il y a des exclusions. Pour te donner un exemple, nous, la grossièreté, c'est déjà un avertissement. Une fois que c'est répété, c'est une exclusion parce qu'on pense qu'après l'agression verbale, il risque d'y avoir l'agression physique. Donc on essaie de très très vite couper le souci. Et on demande toujours à l'équipe de bénévoles de ramener n'importe quel souci parce que si on identifie le problème à plusieurs reprises avec la même personne, à un moment donné, c'est compliqué. Alors on exclut pour 2-3 jours. Souvent, on leur permet de revenir le vendredi, comme ça ils ont un repas avant le week-end. Des fois, c'est plus long parce que c'est répété. C'est répété. L'agression physique, ben, on l'explique bien dans le ROI, hein. On a ROI pour les bénéficiaires qu'on traduit, qu'on a mis aussi en pictogramme, puisqu'on se rend compte que même si on traduit, il y a des personnes qui sont analphabètes et donc le pictogramme nous aide très très fort. Et ben là, c'est bien clair. Dès qu'il y a bagarre, on commence pas à savoir qui a raison, qui a tort. Malheureusement, on exclut les deux. Et ça, on a 2 cas d'exclusion à vie, où là c'était vraiment très très costaud, et c'est le CA qui tranche là. Alors nous on arrive avec un dossier, l'équipe journalière on va dire apporte le dossier au CA, et le CA tranche sur un accord pour une exclusion à vie. Donc là il faut arriver à des situations qui sont pas du tout humaines quoi. Mais alors oui, ça peut être par exemple, il y a plein de choses, mais ça peut être un attouchement. On peut avoir quelqu'un dans la cour qui a un souci de ce style-là, et là, dès qu'on a un témoignage, malheureusement, on vérifie vite le témoignage, et puis malheureusement, c'est pas possible de continuer. Alors ce monsieur-là avait d'autres soucis, mais ça a été vraiment le truc où on a dit à un moment donné, voilà, ça, on ne tolère pas. Donc on a fait le dossier, on l'a présenté au CA qui a accepté ce problème-là. Après, on ne fait pas non plus le policier. Ça veut dire que la personne qui a eu le souci, on la dirige tout de suite vers le commissariat. C'est ça, pour qu'elle fasse le nécessaire de son côté. L'autre cas, c'était un problème d'agression physique, oui. Très très grave. Donc là, il n'y a pas eu de souci non plus. Le CA nous a suivis des 2 fois, heureusement aussi, parce que c'est important pour l'équipe. Il faut que ça reste un endroit, une safe place. Oui. Il faut que ce soit sain et que des personnes ne se disent pas il y a trop de bagarres, etc. Il faut que ça reste... Ça doit être un accès pour tout le monde, pour les familles, pour les enfants. En congé, les enfants peuvent venir dans la cour. Voilà. En période scolaire, on n'accepte pas les enfants, puisque sinon, on a difficile de comprendre pourquoi il y a la présence d'enfants. Il faut que l'ambiance reste bonne. Voilà, tout à fait. On essaie de créer plein de choses. Moi, je t'explique ça parce que c'est dans le fond de ma gorge. Il y avait un bénéficiaire que je ne supportais plus par ses attitudes, par son problème d'alcoolisme aussi. Dans les réunions d'équipe, j'explique, au prochain, pas de travers, moi je veux qu'on fasse une exclusion, et puis on fait des petits matchs de foot, tu vois. Au printemps, on commence à aller tous les mardis après-midi dans une petite plaine de jeux tout près de chez nous, et on fait des petits matchs de foot. Et ce jour-là, je me rends compte que j'avais moi aussi mes œillères, tu vois. Je ne voyais que le côté négatif. Et là, j'ai rencontré une autre personne, tu vois, avec qui on avait d'autres sujets de conversation, fatalement le foot, là. Et tu dis, je reste avec mes œillères, je reste fixé sur un détail, finalement, de sa vie, c'est son problème d'alcoolisme, et qui pose problème au resto. Mais à côté de ça, il y avait aussi d'autres qualités. On se retrouve des fois à des repas aussi, organisés, on dit, mais ça fait un peu vision de la précarité. Est-ce qu'on accepte d'aller à un repas pour les bénéficiaires? Et puis on se rend compte que nous, ça nous permet aussi de les voir autrement, d'avoir des échanges, de casser cette hiérarchie, tu vois. Quand tu es dans la cour au Resto du Cœur, le bénéficiaire, il doit te demander quelque chose. Par contre, quand tu crées une activité, on va à l'aquarium, visiter l'aquarium, on va au cinéma des fois, enfin on fait des choses comme ça où sans les pancartes Resto du Cœur, fatalement, hein, on essaie mais on rencontre les gens autrement, et il n'y a plus cette hiérarchie. Ça veut dire qu'on peut vraiment parler du quotidien, de vrais problèmes, où on peut parler aussi de choses qui sont intéressantes pour le bénéficiaire. Enfin voilà, c'est des moments qui sont uniques et bénéfiques à tout le monde. Entretenir ça et pas simplement donner les besoins primaires finalement. Oui, et pas se mettre un mur sur certaines situations. À Liège, pour le moment, où il y a des problèmes
sans domicile fixe, mais le problème du sans domicile fixe, c'est aussi qu'il n'y a pas assez de logements, que le logement coûte cher, et qu'il y a des gens qui sont dans la rue et qui ont un travail. Ça, il faut se rendre compte que des gens se lèvent le matin, n'ayant pas dormi parce qu'ils ont souvent eu peur, donc on les vole, ils se lavent où ils peuvent se laver et ils vont boulotter, quoi. Enfin, c'est des choses, je crois, que les gens ne se rendent pas compte. Alors, on a bien compris, le don de soi, donc c'est la chose primordiale. Sans bénévole, vous fonctionnez pas. Oui. Mais si on n'a pas le temps, ou pas l'envie, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Ce qui reste primordial, c'est malheureusement le don financier. C'est sûr qu'on est une ASBL qui fonctionne avec 80% de dons, donc ça reste notre besoin vital aussi. Hein. Le don alimentaire, on fonctionne avec les normes ASCA. Ça veut dire que le don de la personne privée, on n'est pas censé l'accepter. Alors, c'est très simple. Pourquoi? Parce que tout ce qui est frigo et congélateur, ces produits-là doivent être tracés. Donc, ça doit venir d'un professionnel qui, lorsqu'il nous a livré ou lorsqu'on a été chercher la marchandise, on a pu dire, voilà, on a pris la marchandise à telle température, on l'a remis dans nos frigos à telle température, et donc là, on peut être en ordre. Si malheureusement, c'est le congèle de monsieur ou madame tout le monde qui est en train d'être nettoyé, vidé, ouais, on peut pas accepter ce don-là parce que malheureusement, on n'a pas de traçabilité sur ces produits. Et même si on peut faire confiance à la majorité de nos donateurs, ces produits-là, on peut pas les C'est ça. Parce qu'il y a le moindre problème, c'est la cuisine qui ferme. Oui. Et comme on en a discuté tout à l'heure, le jour où on ferme notre cuisine pour une erreur humaine ou un problème d'hygiène, que vont faire nos bénéficiaires pendant ce temps-là, le temps qu'on remette toutes les normes les procédures et les normes en route. Donc voilà, on est très à cheval là-dessus. Oui. On a d'ailleurs pour le moment des stagiaires, on a un gros job chez nous dans l'équipe, c'est de former, d'apporter. Donc on prend beaucoup de stagiaires avec qui on fait vraiment du chouette boulot. Ils nous le rendent bien parce que qu'est-ce qu'ils nous apportent comme idée, comme solution, comme aide. Donc c'est vraiment très très chouette de ce côté-là. Et pour le moment, on a 2 stagiaires en diététique qui vont nous aider à remettre encore de l'ordre par rapport à ça, à peut-être avoir des améliorations. On a par exemple les 3 assos qu'on livre, on a un document de transport, mais on voudrait bien être sûr que c'est nickel à l'heure actuelle. Au niveau juridique alors? Oui, les normes changent toujours, tu vois, donc faut vraiment faire les choses convenablement. Beaucoup de paperasse dans les associations, ça c'est un peu embêtant, non? Oui, c'est très très lourd. Ouais. À tout niveau, hein, assurance, projet, quel qu'il soit, c'est beaucoup de paperasse à faire. Ouais. Mais c'est nécessaire, quoi, pour être dans les règles et perdurer. Oui, pour prouver aussi à tout le monde, au monde extérieur, au monde politique, que les choses se font très bien. Et ça, il faut pas nourrir, malheureusement, le brouhaha actuel dans le monde politique, il faut pas le nourrir en étant déficient. C'est ça. Et que l'argent est bien utilisé, bien réparti vers les bénéficiaires. Tout à fait. Au maximum alors. Oui. Il y a des contrôles, pour ça, tu vois, il y a des contrôles de la région Wallonne, il y a les contrôles ASCA. Pour nous, c'est vraiment un gain d'avoir ces contrôles-là, parce qu'on peut vraiment prouver que les choses se font bien et correctement. Et finalement, ça met de l'eau à notre moulin. Donc on a eu un contrôle de la région Wallonne il y a 1 an et demi. Sur nos modes de fonctionnement par rapport à notre interne et aussi par rapport à notre message envers nos bénéficiaires. Et voilà, c'est un échange nouveau. On fait en sorte d'être pro et on peut en plus avoir des conseils de personnes qui nous disent voilà, dans ce cadre-là, mettez dans votre ROI cette ligne-là. Voilà, on a gagné alors. Ok. Sur 100 €, combien retourne aux bénéficiaires? Tu le sais ça? Je pense que dernièrement, on a notre comptable qui a estimé 7% notre frais de fonctionnement. Et donc, on estime que plus de 90% pour le moment de nos budgets retournent directement aux bénéficiaires. Et en parenthèse, je vais parler de la Fédération des Restos du Cœur de Belgique, donc qui est celle qui chapeaute tous les restos. Et rien n'est lié, puisque ce sont toutes des ASBL. Mais il y a une très très belle organisation. La fédération fonctionne aussi avec moins de 10% de frais administratifs. Donc ça, c'est vraiment propre, je crois, à notre ADN. Okay. Ne rien jeter, ne rien perdre, fonctionner avec... voilà, quand vous êtes à la fédération, les bureaux sont toujours dans le jus aussi parce qu'on n'investit pas. Oui, c'est ça. On récupère beaucoup. Nous, par exemple, Ikea, pour le moment, nous aide à refaire les locaux. On a refait le resto avec l'aide d'Ikea. On est en train de refaire maintenant le service social.
Des fois, c'est Etias qui nous donne qui nous donne des bureaux dont ils ne se servent plus, tu vois. Donc voilà, c'est dans notre ADN et on est fiers de ça. Moins de 10%, on dit. Ouais. Parce qu'il faut bien constater donc qu'il y a 10 employés à payer. Hein. Ouais. Le reste, c'est des bénévoles. Il y a donc les frais fixes, électricité, gaz, location, si vous êtes locataire. Mais c'est bon que tu en parles. Là, on retombe sur les dons, parce que nous, en fait, on est locataire, effectivement, de notre bâtiment de la ville de Liège. La ville de Liège ne nous demande pas de loyer et elle prend les charges en main. Magnifique. Donc ça, il faut quand même le souligner. On a un partenariat avec la ville de Liège qui est quand même incroyable. Ah oui. Mais c'est un don. Ça veut dire que chaque année, on reçoit le don équivalent à ce geste. Ok, d'accord. De la ville de Liège. Au bâtiment, oui. Au gaz, à l'électricité. Oui. Et que tu parles de ça, des salaires, par exemple, le salaire de Pauline, qui travaille au service parents-enfants, il est pris en charge par Viva for Life. Ah oui. Okay. Donc c'est un partenaire fidèle aussi, le Viva for Life, pour la place de Pauline. Alors malheureusement, c'est pas de l'acquis. Ça veut dire que chaque année, on doit rentrer un dossier, on doit expliquer ce qu'on fait, on doit montrer l'évolution du service, qui est vraiment impressionnant. C'est un service qui est unique. En Belgique, on fait pas ça. Allez, ok. Donc le lait maternisé, les langes pour les enfants de moins d'1 an. On prolonge l'aide jusqu'à 2 fois 3 mois si la situation est vraiment très délicate du point de vue financier. Et on a aussi, on prolonge aussi si l'enfant est handicapé. On va donner les langes jusqu'à ce que l'enfant en ait besoin. Donc ça peut aller jusqu'à 8 ans, 10 ans avec certains enfants. Donc voilà, il y a toujours une recherche quand même pour arriver à cette inférieur à 10%. On doit toujours faire des recherches pour avoir des subsides et des fonds aussi, parce que là, par exemple, le Viva for Life, c'est pas un subside, c'est un don. C'est ça. Ouais. Ce service parent-enfant, pourtant, ça paraît primordial, tu vois. C'est quand même étrange que ce soit assez unique en Belgique. Parce que les langes et le lait maternel, ça coûte quand même cher. C'est une catastrophe, oui. Donc nous, on passe par la pharmacie pour le lait maternisé et les médicaments du service médical. Les deux, on arrive à 100 000 euros d'achat du Restos du Cœur, les produits pharmaceutiques et le lait maternisé. C'est un budget qui est quand même conséquent. Par an alors? Oui, par an. Et d'ailleurs, le service parents-enfants chez nous, il a une très belle convention avec le CPS de Liège. Le CPS de Liège, maintenant, les urgences sociales et les personnes émanant du CPS qui ont des bénéficiaires avec un enfant de moins d'1 an, l'envoient chez nous au Restos du Cœur. Et donc, la convention fait que le CPS rembourse ces laits maternisés et ces langes-là au Restos du Cœur. Ok, finalement, c'est du bric-à-brac pour essayer. Voilà, c'est de la cohésion, comme on disait, en étant très pro, mais malheureusement, ça paraît toujours être du bricolage, parce qu'on trouve des solutions comme ça alternatives. Mais c'est très bien que vous le fassiez. Oui, et là, je tiens à souligner aussi la cohésion avec le CPS. C'est des longues discussions, ils sont venus voir au Restos du Cœur ce qu'on faisait, et puis à un moment donné, on acte les choses, ça veut dire que par exemple, s'ils ont du stock au CPS, c'est un stock que nous on prépare pour eux. On revient aux dons alimentaires. Il faut bien comprendre que si j'ai 5 kilos de carottes et que je te dis viens les chercher, ça vous intéresse pas. Pourquoi? Mais en fait, on va toujours faire le maximum pour prendre... donc on n'a qu'une camionnette, faut le savoir. On va dans pratiquement toute la province, puisqu'il n'y a que 2 Restos du Cœur en province de Liège, un à Verviers et le nôtre. Donc 2 ASBL complètement distincts, mais on s'entend très très bien. Ça veut dire qu'on va chercher très très loin nos dons alimentaires, qu'on fonctionne avec on a besoin de gros dons puisqu'on fait 500 repas par jour, et donc les 5 kilos de carottes, qu'est-ce qu'on va faire si on les reçoit? On va les donner à la distribution. C'est très bien, ça veut dire que des personnes qui ont un repas, un potage, du pain qui vient de la Lorraine à Barchon, ils vont profiter de quelques carottes. Mais le problème, c'est notre idéal écologique aussi et notre disponibilité de camionnettes. Si on doit courir aux 4 coins de la province pour récupérer 5 kilos de carottes, ça ne se justifie pas malheureusement écologiquement et financièrement. Donc ce qu'on demande par rapport à ces dons, c'est de comprendre que des fois c'est pas possible pour nous. On essaie de trouver un autre partenaire alors dans la région du donateur qui peut nous donner, qui peut donner alors à cette assoce.
Et malheureusement, c'est vrai que dans les normes AFSCA, enfin malheureusement, mais c'est compréhensible, on ne peut pas normalement profiter de dons de personnes privées parce que fatalement, on n'a pas de traçabilité non plus. Sur la DLC, sur des choses comme ça, c'est pas toujours facile de pouvoir définir. Oui, il faut bien comprendre que 5 kilos de carottes ou 3 boîtes de conserve, on fait pas un repas complet avec ça pour 300 personnes, quoi. Oui. C'est ça, finalement. Donc, c'est de gros fournisseurs chez qui vous allez acheter, des plus petits aussi, plus récemment, avec des partenariats que vous faites. Oui, donc on fait un partenariat, par exemple, avec... en fait, c'est simple, l'épicerie, c'est un partenaire maintenant d'il y a 2 ans. Il reçoit des dons de ses clients, et ces dons sont multipliés par la région wallonne, par 2 ou par 3. Et nous, ça nous permet d'acheter des légumes, des fruits, c'est souvent des légumes qu'on achète, locaux, et souvent, très souvent bio. Ça veut dire aussi que ça nous permet d'avoir une nourriture de qualité. C'est vrai qu'il faut reconnaître que ça change quand même les choses, hein, des légumes de qualité. Voilà, toutes ces choses-là nous permettent d'avoir des grosses quantités. La Fédération des Restos du Cœur aussi nous livre des marchandises qu'elle a récoltées. Et on est toujours lié fatalement avec le Colreuil de Herf, qui nous donne tous les jours les dons. Ça veut dire que on est suffisamment armé par rapport à ça, même si on doit encore acheter des choses. Le don alimentaire n'est pas efficace pour nous actuellement quand il est en petite quantité. On parle beaucoup d'alimentaire, mais il y a d'autres dons qui vous intéressent aussi, des dons matériels. Ça peut être des fournitures d'école. Oui. Ça peut être d'autres choses alors. Oui, c'est vrai qu'on est comme une grande maison finalement, donc on a besoin de tout puisqu'on fait pas mal d'événements. Par exemple les médicaments, on peut avoir besoin de dons de médicaments, jamais périmés, même si c'est trié, c'est revu par l'équipe. Mais voilà, c'est important. Ça peut être tout bêtement des essuies de vaisselle ou des essuies de bain. Chez nous, on en consomme énormément parce que fatalement il y a beaucoup d'activités et parce qu'il y a beaucoup de douches. Donc l'un dans l'autre, par exemple l'essuie est offert, mais après sa douche, le bénéficiaire rend l'essuie pour qu'on le nettoie. Mais des fois il le garde en été, par exemple, avoir un essuie dans la rue, c'est quelque chose, c'est presque un luxe. Donc voilà, on ne fait pas attention de calculer le nombre d'essuies qui restent dans la manne de linge sale. Mais ça peut être des vêtements, ça peut être des fois des petits meubles, ça peut nous servir pour donner aux bénéficiaires. Les grands meubles, on n'est pas pro, donc ça malheureusement, ça ne servira à rien. Il y a Fleur fait très bien ça. La ressourcerie, c'est des sociétés qui font très bien le job de reprendre les grands meubles, de les remettre en valeur, de les donner ou de les revendre. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. Comment savoir finalement ce qui est intéressant pour vous comme don matériel? Oui, nous, on a notre site internet qui peut expliquer nos besoins, qui peut faire comprendre ce qui est vraiment très utile chez nous. Je pense de nouveau au coin parents-enfants, on distribue le matériel de périculture. Donc fatalement, si vous avez des sièges auto, des petits lits pliables, des fins de lange, des fins de stock de lange, etc. Ça, on reprend, on redistribue. Les vêtements, on fait pas trop de pub parce qu'on n'a pas de stockage. Donc il faut vraiment que les vêtements puissent partir tout de suite. Au coin parents-enfants, les femmes et les enfants sont... le système est vraiment bien mis en place, donc il y a une très bonne gestion. Donc ça aussi, les vêtements, on est capable de gérer. Et sur notre site internet, vous verrez aussi notre numéro de compte. C'est sûr que le don financier, il est déductible, il est toujours déductible fiscalement à partir de 40 €. Et là, il va directement alors au Restos du Cœur de Liège. Voilà. Donc super. Et il y a des événements aussi auxquels on peut participer. Ouais, on fait beaucoup d'événements. Donc tu parlais des dons liés à l'école. Ben oui, on fait le kit scolaire. On va faire par exemple le 1er mai une marche du côté de Dahlem. Ça sera aussi évoqué sur notre Facebook ou sur notre réseau. Et cette marche-là, vous récupérez des dons alors Oui, en fait, la marche va être... les bénéfices de la marche sont donnés totalement au Restos du Cœur. Okay. C'est avec la SBL qui gère le village de Julémont. Et c'est une superbe région, donc le 1er mai, c'est un jeudi. Et c'est l'occasion d'en apprendre plus sur votre structure, de parler avec vous directement et certainement de vivre une expérience humaine intéressante. Ok.
d'autres événements alors qui seront développés certainement sur vos réseaux sociaux. On est chaque année à Retrouvailles. C'est un week-end exceptionnel pour les Liégeois, pour les associations aussi, de se faire connaître, de savoir expliquer aux gens ce qui est fait dans nos murs. C'est toujours de nouveau valorisant pour l'équipe. On était un peu fermés sur nous avant, tu vois, les assos. Maintenant, le fait de pouvoir s'ouvrir au monde extérieur, c'est aussi valoriser l'équipe et donner du punch dans ce qu'on fait, quoi. À fond, ok. Très bien, Bob. Je pense qu'on a parlé de beaucoup de sujets. Je pense qu'on en a appris beaucoup plus sur votre utilité ici à Liège et ailleurs, avec les 23 structures qui sont présentes en Belgique. Et trois camionnettes aussi qui font le tour dans des régions un peu plus à l'écart, donc soit de Bruxelles, dans des quartiers plus difficiles d'accès, et aussi dans les campagnes wallonnes, où, comme on en discutait tout à l'heure, la pauvreté est plus difficile à vivre maintenant, puisqu'il y a moins de réseaux et que les gens se connaissent moins. Qu'est-ce que tu dirais en clôture de cette interview? Qu'est-ce que tu dirais aux gens pour qu'ils vous aident et qui continuent à bien vous aider? Mais moi, je dirais, je suis fier du Resto du Cœur de Liège, ça c'est sûr. Je suis fier des Restos du Cœur, mais je dirais aussi qu'il faut penser à toutes les associations, parce que voilà, on a besoin de tout le monde dans le milieu associatif, et tout le monde alors dans le milieu associatif a besoin de l'entraide. Et donc voilà, je partirais sur ça, plutôt penser à tout le monde, quoi. D'autant plus là, en ce moment, avec un contexte mondial on peut le dire, oui. En tout cas, les gens ont malheureusement des images et des idéaux qui font froid dans le dos. Voilà, exact. Et donc, continuer à être solidaire, quoi. Oui, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Bob. Merci mille fois et merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à nous suivre, vous abonner, liker cette vidéo, ça nous aidera bien. Et on se retrouve dimanche prochain, 16h, sur YouTube, Apple Podcast et Spotify. Ciao.